Bonjour, vous êtes le fondateur de Baguette Academy, Digit. Vous êtes spécialisé dans la formation des équipes dans plusieurs domaines d'activité, mais vous avez, je crois savoir, plutôt démarré dans le monde de la boulangerie. Expliquez-nous un petit peu quel a été votre parcours pour créer cette entreprise, et puis ensuite, quel est votre cœur de métier? D'accord. Eh bien, bonjour, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir pour cette interview. Alors, effectivement, je suis le fondateur de Baguette Academy Digit et je viens d'un parcours principalement dans l'univers de l'agroalimentaire, dans les domaines liés à la panification, à la brasserie, à commercialiser des ingrédients en France et à l'international, avant de créer en 2016 ma start-up, Baguette Academy, dans cet univers-là, qui touche à la fois l'alimentaire, la gastronomie, le savoir-faire français, qui sont des domaines qui m'intéressent, et la transmission et la collaboration, qui sont tout ça un ensemble de packages de valeurs qui sont pour moi importantes et à partir desquelles j'ai créé cette entreprise et démarré une nouvelle carrière, dirons-nous, vers l'entrepreneuriat. Alors, c'est un métier qui est assez large, parce que vous formez des équipes qui viennent d'univers différents, qui sont dans le technique, la technique du boulanger, celui qui fait le pain, et puis ensuite celui qui le vend, celui qui fait l'étalage, etc. Euh, et si j'ai bien compris, vous avez mis en place une plateforme de formation à distance, et qui est presque une plateforme de vente à distance, vente de formation. Comment cela fonctionne et qui formez-vous, et dans quel pays? Enfin, vous voyez, on va déborder assez rapidement, mais comment ça se passe? Vous avez fait un bon résumé, il faudrait que je retienne une partie du pitch que vous avez fait. On a effectivement, d'une part, un site d'e-commerce qui permet de donner accès à un catalogue d'une centaine de cours multilingues en français, anglais, espagnol, sur des cours dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie. On retrouve des cours sur les ingrédients, les techniques professionnelles, on peut préparer son CAP, on peut suivre des cours notamment sur les techniques de vente pour le personnel de vente de ces commerces. Et l'ensemble de ces contenus sont hébergés sur une plateforme de formation qui sert à héberger, diffuser, monitorer les accès des personnes qui suivent les cours sur la plateforme. Et donc, ces outils permettent de le suivre 24 heures sur 24, pardon, 7 jours sur 7. Que vous soyez au Chili ou en Corrèze, vous accédez quand vous voulez au contenu auquel vous êtes assigné. Euh, Dans les pays, on a démarré, nous, notre première mondiale, quelque part, au Chili, où on a formé une quarantaine de professionnels de la restauration sur la viennoiserie française, où ils ont suivi des cours en ligne de notre catalogue. Et en plus, on a envoyé un boulanger français sur place faire de la pratique en partenariat avec Elévire et son école du fromage là-bas et une école de gastronomie. Après, au niveau pays, on a des gens de Dubaï, d'Afrique de l'Ouest, Mexique, Amérique du Nord, notamment, qui suivent nos cours au-delà du public français. Et quand on regarde un petit peu ce que vous faites et quand vous en parlez, vous dites qu'il n'y a pas de formation écolière, disons, ou d'école de formation pour ces métiers-là. Bon, il y a une école de formation de boulanger, mais qui est très technique, et au-delà, non. Et à Alors, en fait, l'étranger, surtout pas. oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une spécificité en France, c'est d'une part faire un pain croustillant, qui est la fameuse baguette, qui est le plus technique à faire et qui demande un vrai savoir. Et de l'autre, on a une structuration des métiers manuels avec des CAP, avec des diplômes. Et le fait qu'en France, pour avoir une boutique qui s'appelle boulangerie, on est obligé d'avoir une personne qui soit diplômée et suivre un certain nombre de règles qui existent. Et donc, tout ça fait qu'on a un vrai savoir-faire en France qui se transmet à travers les centres de formation depuis plusieurs générations. Et on a structuré cette transmission. Or, à l'étranger, il y a plein de pays. Je vois le Chili, par exemple, où les gens mangent plus de 90 kilos de pain par an. Ça va plus du double de ce qu'on a en France. Et ben, il n'y a pas d'école de boulangerie. Il y en a une qui vient tout juste de se monter. Donc, les gens apprennent vraiment ce métier sur le tas, alors que c'est un métier très technique. Et donc, du coup, ils ont des lacunes parce que l'apprentissage sur le tas, c'est bien, mais ça a ses limites et on a besoin d'apprendre des fondamentaux. Et c'est là où le bas blesse et c'est le vrai avantage qu'ont nos artisans français. C'est pour ça qu'ils sont assez recherchés à l'étranger
le fait qu'ils partent avec des bases dans l'enseignement qu'ils ont en France à travers leur diplôme, que ce soit un CAP, un brevet de maîtrise, notamment au diplôme de meilleur ouvrier de France pour le top. C'est quand même très bien structuré en France et rarement à l'étranger. À l'étranger, donc, c'est en fait l'école qui vient faire ses formations, alors qu'en France, on va à l'école pour apprendre le métier, c'est ça? Enfin, c'est vous qui l'avez Voilà. dit. Oui, enfin, oui, en France, effectivement, il y a dans tous les départements des centres de formation. À l'étranger, bah, il y a rarement des écoles et quand il y en a une, bah, elle est souvent loin. Et donc, en fait, nous, l'idée à travers Baguette Academy était de dire, bah, plutôt que ce soit l'apprenant qui va se déplacer en France pour apprendre, ce qui est très bien, hein, mais ça demande beaucoup de contraintes, de diplômes, de temps, d'argent, de disponibilité. Bah, notre idée, c'était plutôt que ce soit l'école qui se déplace vers eux à travers des cours en ligne. C'était ça le principe et l'idée de base de Baguette Academy, avec aussi la volonté de valoriser finalement la filière, et que ce soit des fabricants d'ingrédients, de matériel français, à travers nos contenus. Une question un petit peu pour nous amuser, mais vous qui avez beaucoup voyagé, qui aimez le pain et qui avez manqué de pain, si j'ose dire, Oui. euh, pendant vos voyages, où trouve-t-on le meilleur pain, sans être trop chauvin quand même? Bah, je trouve que l'Allemagne a fait des pains intéressants. Et puis un autre pays pas assez connu, mais qui a une très forte culture du pain, c'est l'Iran, qui a plusieurs variétés de pain. Et ce sont des très gros mangeurs de pain et qui ont des pains très différents et qui méritent vraiment à être davantage connus, notamment. Euh, votre première expérience au Chili vous a convaincu que vous aviez fait le bon choix et que il y avait vraiment des choses à apporter, la France, ou en tout cas votre métier avait des choses à apporter à ces artisans-là. Et puis on parlera de ces artisans-là après. D'accord. Effectivement, bah, d'une part, notre approche pédagogique du métier Voilà. fait qu'on a une culture de la transmission et donc on a un vrai savoir-faire, je dirais, dans la formation et pédagogique. Après, on a un savoir-faire technique aussi qui est intéressant. Après, c'est pas forcément leur apprendre à faire comme on fait en France, de la baguette, etc., mais c'est leur apprendre des techniques qui leur permettent d'ajuster, d'adapter à leur public. On voit par exemple en Afrique de l'Ouest, les gens aiment un pain plutôt volumineux, blanc, ce qui n'est plus tout à fait ce qui est en tendance en France, alors que si vous faites ces pains-là en Afrique, on va vous dire vous êtes un voleur, vous ne faites pas le bon pain, etc. Mais vous avez des techniques qui sont communes et qu'il faut adapter aux conditions climatiques, au fait qu'il fait très chaud, donc on va mettre des pétrins de glace, des blocs de glace dans le pétrin, par exemple, pour refroidir la pâte, ce qu'on ne fait pas en France. Donc il y a toujours des adaptations. Mais c'est connaître certains mécanismes de base et des compréhensions de la fermentation qui est vraiment l'élément clé, à mon sens, pour accompagner les gens qui veulent produire du pain à l'étranger. En France, on a de nombreux réseaux, euh, des réseaux de franchise ou des réseaux de boulangers en général. Euh, c'est souvent enfin, dans le même réseau, il n'y a pas une égalité de qualité ni d'accueil d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à mettre en place des formations qui permettent en fait d'avoir pratiquement toujours un pain de qualité, parce que c'est quand même ça qu'on cherche, et puis aussi un accueil qui corresponde à un accueil de commerçant tout simplement. Oui, effectivement, Est-ce lorsqu'on qu'il y a une développe. demande? Oui, oui, je vous rejoins sur le fait quand on a un artisan seul, on vient dans la boutique, on connaît les variations plus ou moins régulières du produit, de l'accueil, on sait où on va, mais quand on va dans une marque, on ne va pas donner de nom, mais d'une Non. chaîne, on s'attend à avoir la même qualité de produit, d'accueil et de service partout. Or, ce n'est pas forcément le cas parce que ça reste avant tout également des métiers artisanaux et humains. Et donc, c'est vrai que l'un des avantages à notre sens, c'est que la formation à distance permet de diffuser déjà la méthode dont vous voulez que vos clients soient accueillis partout. Donc, tout le personnel qui rentre dans votre chaîne peut suivre le même parcours de formation, d'intégration, donc aura le même vocabulaire, la même manière, la même conscience professionnelle quelque part pour accueillir le client. La même chose, vous avez une recette, si sur votre baguette, vous donnez 5 coups de lame dans un sens et 2 dans l'autre, ce n'est pas sûr que dans tous les magasins, ils fassent la même chose. Il ne suffit pas de mettre un panneau au mur avec la recette, le dessin. Or, avec une petite formation en ligne de 2-3 minutes qui explique l'importance et comment ça doit se faire, et chaque personne qui rentre dans la société a cette information, ça permet justement d'aider, accompagner à cette standardisation
même si standard et artisanat, ça ne va pas forcément toujours en place, mais il y a quand même une volonté de stabiliser un certain niveau de qualité de ce que vous disiez exactement, de produits et de services. Est-ce que quand quelqu'un a suivi cette formation, il a un contrôle ou bien un diplôme ou comment ça se passe? Alors, la personne suit un cours qui est 100% en ligne, si je prends l'exemple de nos parcours pour le personnel de vente en boulangerie, la personne, après chaque quiz, par exemple, quand on lui explique ce que c'est que la vente additionnelle, qui est un de nos modules, juste après, il y a un petit quiz, une dizaine de questions qui permet de le challenger et tester son niveau. Et ça, on le monitore derrière, on dit à son employeur les notes qu'a eu le salarié, et nous, on fait des moyennes derrière. Donc ça, c'est pour la formation 100% en ligne. Et lorsqu'on va aller compléter par la présence d'une formatrice sur place, elle va à la fin faire classiquement un petit questionnaire de niveau pour l'identifier. Mais le principe, c'est qu'à chaque contenu, il y a un petit quiz d'évaluation de niveau pour valider les acquis et challenger évidemment l'apprenant. Une question pratique, quand vous passez un partenariat de formation avec une chaîne ou avec un magasin d'ailleurs, comment ça se passe? C'est une formation qui est permanente, c'est-à-dire qu'elle est utilisable plusieurs fois, ou bien il y a une formation pour une équipe qui va durer un certain nombre de jours et c'est fini? Alors, ce qui se passe, qu'on observe, il y a différents paliers. Au démarrage, ils vont faire, je dirais, de manière ponctuelle ou en spot, pour reprendre un anglicisme dont on parlait avant, euh, qui va juste tester un peu la solution sur notre outil. Donc, ils vont faire avec une équipe sur une mission ponctuelle. Et après, une fois qu'ils ont vu les bénéfices, après, ils se disent, bah, on voudrait mettre ça en place pour l'ensemble de notre chaîne. Donc, on va les accompagner à mettre en place une plateforme à leur marque personnalisée. Et à l'intérieur, on va mettre nos contenus et donc ils peuvent l'utiliser tout au long de l'année au rythme qu'ils souhaitent en C'est le fonction manuel de savoir-faire. voilà, En exactement. partie. Donc, nous, on Euh, vient leur mettre le pied à l'étrier là-dessus parce que souvent, il y a une appréhension de se lancer dans la formation à distance, sur le digital, qui est un mot parfois qui fait peur, et on met beaucoup de choses derrière. Donc, nous, notre rôle, c'est plutôt de les lancer là-dessus. On a beaucoup parlé de boulangerie, mais en fait, je sais que vous travaillez pour différents secteurs d'activité, le bâtiment, enfin des choses très diverses. Alors, par exemple, depuis plusieurs années, on travaille régulièrement avec les Compagnons du Devoir pour digitaliser des contenus sur les métiers de maçon, de tailleur de pierre, de couvreur, de charpentier, par exemple, qui sont des métiers pour lesquels, pour eux, la pédagogie digitale est très importante pour l'acquisition de fondamentaux et de combiner les cours en ligne avec le présentiel, avec le formateur et la formation en entreprise. Donc, nous, on va coproduire quelque part les contenus avec leurs formateurs, leurs experts métiers. On va conclure parce que on a peu de temps. En fait, c'est des formats qui nécessitent d'être assez courts. Mais c'est encore vous qui disiez ça, mais il y a une question qui vous énerve et j'ai beaucoup aimé votre réponse. Quand on parle de ce que l'on fait, on nous dit, mais comment est-ce qu'on peut apprendre un métier manuel avec des cours en ligne? Déjà, on ne dit pas que tout s'apprend en ligne, hein, c'est pas, souvent on met dans les tiroirs, mais ça m'énerve parce qu'en fait, c'est souvent une question qui prend en compte toute la technicité du travail artisanal et qui est réducteur, parce qu'en fait, il y a tout un apprentissage de la théorie avant de passer à la pratique. Et on oublie souvent que c'est la tête qui commande les mains et ce n'est pas une répétabilité de gestes qui fait l'artisan, c'est une combinaison de plein de choses, de son intelligence dans l'espace qui fait travailler ses cinq sens. Et donc, il a besoin de faire travailler toutes ces qualités-là pour être un super artisan. Et donc, il y a un apprentissage de fondamentaux. On parlait de maçon tout à l'heure. Quand il faut calculer le nombre de briques sur un mur, il faut qu'il connaisse des règles de maths pour ne pas trop commander de parpaings ou qu'il n'en ait pas assez. Donc tout ça, il y a des éléments. Il ne suffit pas seulement de porter des parpaings, il faut aussi calculer les angles des surfaces, des résistances, etc. Et c'est ce qui fait la différence entre certains artisans, notamment. Emmanuel Tertré, merci infiniment. Vous avez une Merci à vous. qui m'intéresse beaucoup, qui me passionne. J'espère qu'on se reverra bientôt pour reparler de tout ça. Merci infiniment. Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.